Parfait. Donc, sans plus tarder, bien, en fait, comme Serge le mentionnait, moi, je travaille au SCFP, je suis coordonnatrice du service santé-sécurité et j'ai collaboré là, avec Annie et Serge là, pour la préparation de la présentation de ce soir sur le régime intérimaire qui découle de l'application de la loi 27, en fait, de façon plus précise, des dispositions transitoires de la loi 27. Donc, peut-être juste pour mettre justement tout le monde en contexte, je voulais juste revenir sur certaines petites notions. En fait, la loi 27, là, qui, comme Serge l'a précisé tantôt, est la suite du projet de loi 59. Donc, le projet de loi 59, quand il a été sanctionné, a pris l'appellation de la loi 27, c'est-à-dire la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. Donc, la loi 27, en fait, c'est une loi, là, j'imagine là, que tous et toutes, vous êtes au courant, mais qui est venue modifier deux grandes lois, c'est-à-dire la LSST et la LATMP. Le régime intérimaire ici découle, bien entendu, de la LSST. Et en fait, le régime intérimaire entre en fonction dans un contexte où la loi 27 vient en quelque sorte modifier certains mécanismes de prévention qui étaient prévus à la LSST. On vient modifier notamment le programme de prévention, on vient modifier certaines modalités au niveau des comités de santé et sécurité, des représentants à la prévention qui maintenant portent l'appellation représentant à la santé et sécurité. Mais surtout, ces notions-là réfèrent maintenant dans la loi 27 à un règlement qui va s'appeler le règlement sur les mécanismes de prévention. Et ce règlement-là, en fait, n'est pas encore en vigueur. Pourquoi il n'est pas encore en vigueur? En fait, c'est parce qu'il n'existe pas. Hein. C'est un règlement qui est à construire de A à Z. Et en raison du fait que ces articles-là réfèrent à un règlement qui n'existe pas, bien, ça faisait en sorte qu'on ne pouvait pas mettre en place les mécanismes de prévention actuellement. Donc, sur la pression un peu des partis d'opposition, le législateur est venu intégrer dans la loi 27, dans les dispositions intérimaires, en fait, dans les dispositions transitoires, un régime intérimaire qui va s'appliquer à partir du 6 avril 2022. L'objectif de la mise en place de ce régime intérimaire-là, en fait, c'est de mettre en place immédiatement des mécanismes de prévention qui s'appliquent à l'ensemble des milieux de travail et qui vont venir s'appliquer. Le régime intérimaire, dans le fond, va s'appliquer jusqu'à la mise en place du nouveau règlement qui va apparaître incessamment ou au plus tard le 6 octobre 2025. Donc, ça, c'est ce qu'il faut garder en tête par rapport à la mise en application du régime intérimaire. Maintenant, au niveau des modalités, comme on l'a mentionné, là, les mécanismes de prévention vont s'appliquer de façon différente selon la situation dans laquelle on se trouve. Ça va être le cas dans l'application de la loi 27 éventuellement. Mais cette catégorisation-là s'applique également dans le contexte du régime intérimaire. Donc, pour savoir qu'est-ce qui s'applique dans le régime intérimaire en ce qui vous concerne, on a en fait 4 grandes catégories. Hein, on les voit ici à l'écran. Là. On va avoir première option, si on peut dire, là, les établissements de moins de 20 travailleurs. Ensuite, deuxième option, les établissements de 20 travailleurs et plus. Ensuite, on va avoir toute la question du multi-établissement. Puis, on va avoir la question des groupes prioritaires qui, eux, bénéficiaient déjà de mécanismes de prévention en vertu de la LSST actuelle là, et qui, dans le fond, je vais commencer par ce groupe-là, mais les établissements qui regroupent en fait les travailleurs des groupes prioritaires 1, 2 et 3, comme les groupes prioritaires avaient déjà des mécanismes de prévention, mais pour ces groupes-là, ce qui va se passer dans le cadre du régime intérimaire, c'est la continuité des mécanismes en place. Donc, c'est le statu quo, c'est comme une clause de droit acquis que le législateur est venu intégrer. Puis, clause de droit acquis qui va s'appliquer jusqu'à l'expiration du régime intérimaire, c'est-à-dire jusqu'à maximum 6 octobre 2025, ou sinon, au plus tôt, à partir de la mise en place d'un régime sur les mécanismes de prévention, si jamais ce règlement-là entrait en vigueur là, avant l'expiration au 6 octobre 2025. Sinon, si on revient aux établissements regroupant de moins de 20 travailleurs, la loi 27, ce qu'elle prévoit pour ces milieux de travail-là, c'est que l'employeur va devoir mettre en place un plan d'action
Plan d'action, c'est quoi? En fait, grosso modo, c'est un programme de prévention allégé, comme une version un peu plus conviviale d'un programme de prévention. Donc, plan d'action et au niveau aussi des mécanismes de prévention, ce qui va devoir être mis en place, c'est la désignation d'un agent de liaison. Agent de liaison, c'est un nouvel acteur qui découle du régime intérimaire puis qui va également s'appliquer dans le cadre de l'application de la loi 27. Donc, pour les établissements de moins de 20 travailleurs, pendant le régime intérimaire, l'employeur n'aura pas à mettre en place immédiatement le plan d'action, mais toutefois, ce qu'il va devoir faire pendant ces 4 ans-là, c'est commencer à identifier et à consigner les risques de son milieu de travail. Pourquoi? Bien, pour effectivement en venir éventuellement à la rédaction de son plan d'action. L'agent de liaison, quant à lui, va devoir être désigné dès l'application du régime intérimaire. Dès la mise en place là, au 6 avril 2022, il va avoir un agent de liaison dans les milieux de travail. Pour les établissements de 20 travailleurs et plus, la loi 27, ce qu'elle prévoit dorénavant comme mécanisme de prévention, c'est l'obligation pour l'employeur de mettre en place un programme de prévention qui va s'appliquer à tous les milieux de travail dont les établissements ont 20 travailleurs et plus. Programme de prévention, également au niveau des mécanismes de prévention. Pour les établissements de 20 travailleurs et plus, on va avoir l'obligation d'avoir un comité de santé-sécurité et également un représentant à la santé-sécurité. Le représentant à la santé-sécurité, en fait, c'est la nouvelle appellation pour le représentant à la prévention en vertu de l'ancienne LSST. Donc, pour ce volet-là, dans le cadre du régime intérimaire, puis Annie va revenir un peu plus en détail sur ce qui va s'appliquer dans le régime intérimaire, mais juste pour vous donner les grandes lignes, en vue d'éventuellement concevoir un programme de prévention, durant le régime intérimaire, l'employeur va consigner, identifier, analyser les risques pour éventuellement concevoir le programme de prévention. Toutefois, dans le régime intérimaire, on va avoir la mise en place du comité de santé-sécurité et du représentant à la santé-sécurité, mais toutefois avec des fonctions réduites par rapport à la LSST actuelle. Dernière catégorie, en fait, qui est un nouveau concept qui découle de la loi 27, le multi-établissement. Multi-établissement, c'est la décision. En fait, c'est un concept qui revient à l'employeur. C'est la décision unilatérale de l'employeur de pouvoir regrouper certains établissements, puis on verra plus loin les conditions pour pouvoir faire ce regroupement-là. Mais la chose à garder en tête, c'est que le multi-établissement est possible uniquement pour les établissements de 20 travailleurs et plus. Donc, l'employeur qui possède plusieurs établissements peut décider de les regrouper. Pourquoi les regrouper, en fait? Pour avoir un seul programme de prévention, un seul comité de santé et sécurité et un seul représentant à la santé et la sécurité du travail. Donc, on reverra un peu plus tard, là, justement, les modalités plus précises du multi-établissement. Ce qu'il faut garder toutefois en tête, c'est que le multi-établissement peut s'appliquer dès la mise en vigueur du régime intérimaire, c'est-à-dire dès le 6 avril 2022. On a intégré là, à notre présentation 2 notions importantes. Vous avez vu, là, quand je vous ai expliqué les 4 catégories, on réfère principalement à 2 notions. La notion de travailleur, qui est important de bien comprendre pour savoir qui on calcule pour être en mesure de déterminer est-ce qu'on est moins de 20 travailleurs ou 20 travailleurs et plus, puis également la notion d'établissement. Les notions, dans le fond, vont référer aux définitions qui sont prévues à la LSST. Donc, pour le travailleur, c'est la définition qui est prévue à la LSST. Là. Grosso modo, on peut lire là, une personne qui exécute en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement, à l'exception d'une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l'employeur, et 2, d'un administrateur ou dirigeant d'une personne morale, sauf si cette personne-là agit à l'égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée. Donc, dans le calcul des travailleurs, quand on va avoir à faire le calcul de nos travailleurs à l'intérieur d'un même établissement pour déterminer est-ce qu'on est à 20, moins de 20 ou 20 et plus, on va donc inclure, Annie, peut-être que tu peux passer à la diapo suivante, mais on va inclure justement
tous les travailleurs, travailleuses à temps plein, mais également les travailleurs, travailleuses à temps partiel, les gens aussi qui sont issus des agences de placement et qui sont prêtés ou loués, mais qui travaillent dans les établissements, on va les inclure dans notre calcul. On va inclure également les gens qui font du travail sur la route. On va inclure les étudiants, les étudiantes et les stagiaires. Dans le fond, ce qu'on va exclure comme personne, c'est peut-être plus facile de retenir ce qu'on exclut, c'est tout ce qui est représentante ou représentant de l'employeur, par exemple, les gérants, contremaîtres, surintendants, superviseurs. Ensuite, autre notion importante, c'est la notion d'établissement. Donc, il va falloir garder en tête qu'est-ce qu'un établissement. Donc, encore une fois, on se réfère à la définition qui est prévue à la LSST. Où on peut lire là, que l'établissement est un ensemble des installations et de l'équipement groupés sur un même site ou organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées. Ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction, ainsi que les locaux mis par l'employeur à la disposition du travailleur. Et on a inséré un exemple là, pour peut-être vous permettre de mieux comprendre. Si on prend par exemple une municipalité qui va regrouper des établissements comme un hôtel de ville, un garage municipal, un aréna, une usine d'épuration, bien, chacun de ces établissements-là vont être des établissements distincts au sens de l'application. Donc, pour faire un parallèle, si par exemple, dans chacun de ces établissements-là, il y a plus de 20 travailleurs et plus, pour chacun des établissements, vous allez devoir avoir un comité de santé et sécurité, un programme de prévention, et un représentant à la santé et à la sécurité. Donc, ça fait le tour pour moi pour cette première petite partie. Je vois qu'il y a des questions. Oui, je te repasse. Parfait, je suspends l'enregistrement. Voilà. Donc, on va se lancer un peu plus dans les mécanismes de prévention comme tels. Donc, on a fait la mise en bouche. Là, on veut vraiment vous détailler qu'est-ce que les mécanismes de prévention prévoient. Donc, il en reste, on en a encore 4, entre guillemets, mais il y en a un qui a disparu et qui est disparu à tout jamais. Ce n'est plus, c'est pas juste parce que c'est dans le cadre du régime intérimaire, mais il n'y a plus de programme spécifique de santé à l'établissement dans la loi. Donc, ça va être intégré dans le programme de prévention à partir de 2025. Il va y avoir des éléments de santé dans le programme de prévention. Mais dans le cadre du régime intérimaire, le programme de prévention ça doit documenter par écrit l'identification et l'analyse des risques jusqu'au 6 octobre 2025. Donc, c'est la seule chose que le programme de prévention doit faire dans le cadre du régime intérimaire. À partir de 2025, là, il va y avoir toutes les conditions prévues à la loi qui va s'appliquer, que doit contenir le programme de prévention. Donc, comment on met en place les mesures pour réduire à la source, éliminer à la source les risques présents dans le milieu de travail. Mais jusqu'en 2025, l'employeur, c'est l'obligation de l'employeur, c'est juste l'identification et l'analyse des risques. Et le plan d'action, donc pour les 20 travailleurs et moins, on ne fait que l'identification. On ne fait pas d'analyse. Et là, voyez-vous, dans les discussions qu'on a avec la commission, la distinction entre l'absence d'analyse pour le plan d'action, c'est juste que ce n'est pas écrit de manière structurée, tu sais, mais quand tu identifies un risque, évidemment, il y a quand même une certaine réflexion à avoir. C'est juste que pour les petits milieux, ils ne s'attendent pas à avoir une description écrite de vraiment analyser tous les risques, mais il faut qu'il y ait quand même une réflexion. Au niveau du comité de santé et sécurité, donc juste pour les établissements de 20 travailleurs et plus, il y a également des fonctions réduites dans le cadre du régime intérimaire, donc seulement de participer à l'identification, à l'analyse des risques et faire des recommandations à l'employeur. Donc, c'est les 2 fonctions qu'il va avoir selon la loi pour le moment. Et le représentant en santé et sécurité, lui, il n'a que 3 fonctions jusqu'en 2025, c'est-à-dire faire l'inspection des lieux de travail, qui est quand même essentiel, faire des recommandations au comité de santé et sécurité et porter plainte à la commission.
Mais dans les faits, n'importe qui peut porter plainte à la commission, on s'entend. Ce n'est pas parce que c'est écrit que le représentant en santé et sécurité peut porter plainte que personne d'autre n'a le droit de porter plainte. N'importe qui peut porter plainte à la commission s'il y a des enjeux dans le milieu de travail. Et ensuite, il y a l'agent de liaison. Donc, au lieu d'avoir un représentant en santé et sécurité, c'est l'agent de liaison pour les établissements de 20 travailleurs et moins, de moins de 20 travailleurs. Et lui, il y a 3 fonctions qui sont maintenues tout au long. Lui, la présence d'un régime intérimaire pour l'agent de liaison n'a pas d'impact parce que c'est ses fonctions à vie, c'est-à-dire coopérer pour faciliter la communication avec l'employeur, faire des recommandations à l'employeur et porter plainte à la commission. Donc, il n'y a pas de représentant là, ou de comité comme tel. Donc, comme on a vu, l'analyse, l'identification des risques, c'est vraiment la base des fonctions qu'on voit à travers les mécanismes de prévention. Donc, la CNSST a créé un outil d'identification des risques qui vous permet d'identifier les types de risques. Ça inclut les risques physiques et psychologiques. Donc, soyez attentifs à ça, même si votre employeur vous dit que l'organisation du travail, ce n'est pas de la santé et sécurité, c'est de la santé et sécurité si ça vous rend malade. Donc, soyez vigilants. C'est clairement indiqué dans la loi que les risques psychologiques doivent être pris en compte dans l'analyse de risque. Et cette analyse-là, elle doit être écrite. Donc, autant lorsque le représentant en santé et sécurité fait des recommandations, le comité de santé et sécurité, on laisse des traces écrites et l'employeur doit avoir l'obligation d'avoir une liste écrite. Et le but, c'est par la suite de les analyser pour en arriver à une priorisation. Donc, l'identification et l'analyse des risques, c'est la responsabilité de l'employeur. Donc, si le RSS n'a pas vu tous les risques et ne pourra pas être poursuivi, ne pourra pas être tenu responsable, c'est vraiment la responsabilité de l'employeur de s'assurer que tous les risques sont dans son plan de prévention, dans son programme de prévention allégé, là, dans sa liste. Et cette liste-là doit être en tout temps disponible au comité santé et sécurité, aux représentants en santé et sécurité et à tous les travailleurs-travailleuses. Donc, habituellement, lorsque l'employeur a fait son travail, on a accès à la liste, on est capable de voir dans mon poste d'emploi, c'est à quoi je suis exposé. C'est vraiment ça l'objectif, de comprendre c'est quoi les risques dans notre emploi. Donc, il y a un processus, une méthode qui permet d'évaluer la gravité des risques auxquels on est exposé. Évidemment, il y a un paquet de formations syndicales qui existent pour vous soutenir là-dedans, donc contactez vos syndicats. Puis par la suite, l'analyse se fait une fois qu'on a fait l'identification. Il y a aussi des outils. Bon, l'INSPQ, entre autres, sur les risques psychosociaux, a développé de très bons outils. On va aussi lancer là, une campagne pour vous permettre d'avoir des outils au niveau des risques psychosociaux. Et il y a plusieurs outils qui existent aussi à l'IRSST pour des produits en particulier. Donc, faites des recherches, informez-vous, puis surtout, allez utiliser les formations syndicales qui sont très pertinentes. Et pour, évidemment, la participation des travailleuses dans l'identification des risques, elle est primordiale parce que c'est eux et elles qui connaissent à quoi elles sont exposées à tous les jours. Ce n'est pas la personne assise dans son bureau. Et c'est là l'importance du représentant en santé et sécurité ou l'agent de liaison. C'est que cette personne-là, il y a une facilité de communication avec les travailleurs-travailleuses que les personnes n'auraient pas nécessairement avec un représentant de l'employeur. Donc, on est capable de discuter ouvertement avec toutes les travailleurs-travailleuses présents dans l'établissement et de s'assurer de connaître vraiment ce qui se passe au day-to-day, quotidiennement, qu'est-ce qui se passe, puis ce à quoi elles sont exposées. Puis de connaître aussi, des fois, on sait, il y a des opérations qui existent juste une fois par année, une fois par 2 ans. Donc, de savoir quand c'est des changements dans le mode de travail à cause qu'il faut faire des shutdowns ou réparer des machines, de connaître les risques aussi qui arrivent lors de ces événements-là. Donc, c'est important de parler à notre monde, de s'assurer qu'ils sont capables aussi de nous transmettre l'information pour qu'on puisse justement s'assurer que tous les risques sont identifiés. Donc, la participation, elle est très importante à ce niveau-là. Évidemment, on peut demander lorsque on voit qu'il y a des risques, c'est difficile à identifier, entre autres pour le bruit, connaître les niveaux de bruit, connaître certaines
certains contaminants, le niveau de contamination des milieux de travail, on peut demander qu'il y ait des hygiénistes du travail. Il y a le réseau de la santé publique, santé au travail, qu'il y a des hygiénistes, qu'il y a du monde qui peuvent venir prendre des mesures. Évidemment, ça va mieux quand l'employeur embarque aussi dans la demande. Sinon, pour avoir des données, souvent, si l'employeur refuse de prendre action, ça va être par une plainte à la commission qu'il va falloir faire intervenir l'inspecteur pour avoir accès à des données précises parce qu'on n'a pas nécessairement les moyens de faire rentrer, nous, en tant que travailleurs, des spécialistes sur le milieu de travail si on n'a pas une ordonnance de la commission pour le faire. Donc, c'est vraiment au niveau, mais n'hésitez pas à demander que ces spécialistes-là viennent dans vos milieux de travail, surtout qu'il y a une nouvelle obligation au niveau de la loi où s'ils voient un risque, ils sont obligés d'aviser et les travailleurs et l'association accréditée et l'employeur ne peuvent plus venir dire « je viens juste voir telle chose, puis je mets des œillères, puis je ne vois pas qu'il y a un risque de chute ou ils sont obligés d'adresser tout ce qu'ils voient de par la loi, sinon ils peuvent être poursuivis. Donc, n'hésitez pas à essayer de faire rentrer des professionnels dans vos milieux de travail, ça peut être très aidant. Donc, ça faisait un peu le topo de la présentation, puis après ça, là on parle plus d'analyse de risque, puis après ça, là, je vous promets, on rentre vraiment sur le type de nomination et tout le reste pour les mécanismes de prévention. Donc, on serait déjà à une période de questions. Sophie. Donc, on est rendu là, à traiter de façon un peu plus détaillée du comité de santé et sécurité. En fait, rappelez-vous, le comité de santé et sécurité qui s'applique dans les établissements de 20 travailleurs et plus et qui s'applique également dès la mise en place du régime intérimaire. Là. Donc, à partir du 6 avril, les comités vont devoir être mis en place. Au niveau de la fréquence des rencontres, en fait, le libellé de la loi par rapport au régime intérimaire vient préciser que la fréquence des rencontres, en fait, va découler d'une entente entre les parties. Donc, ce sont les parties, dans le cadre du comité de santé et sécurité, qui vont décider de la fréquence à laquelle ils vont se rencontrer. Si toutefois, il n'y a pas d'entente, les dispositions là, transitoires, là, dans le fond, spécifiques au régime intérimaire, viennent préciser qu'à défaut d'entente, le comité de santé et sécurité doit se réunir au moins une fois tous les 3 mois. Donc, c'est un minimum. Je pense que c'est l'information qu'il faut garder en tête. On peut faire une entente pour se réunir plus fréquemment, mais toutefois, à défaut d'entente, le comité doit se réunir au moins une fois à tous les 3 mois. Donc, ça vient vraiment mettre la base là, pour tout ce qui est de la période du régime intérimaire au niveau de la fréquence des rencontres. Au niveau des réunions, les réunions vont se tenir durant les heures régulières de travail, sauf en cas de décision contraire du comité, là, où il pourrait survenir des situations particulières où on pourrait, là, dans le fond, convenir qu'on va se rencontrer en dehors des heures de travail. Et c'est ça. Dans le fond, ça couvre au niveau de la fréquence des rencontres. Par la suite, au niveau du nombre de représentants qui vont faire partie du comité de santé et sécurité. Encore là, dans le fond, le nombre de représentants qui peuvent faire partie du comité de santé et sécurité va découler aussi d'une entente entre les parties. Puis encore une fois, à défaut d'entente, mais là, la loi vient mettre des balises par rapport à l'application du nombre de représentants qui va devoir être nommé sur le comité si les parties ne réussissent pas à s'entendre. Donc, c'est là qu'on peut voir qu'on a mis là, les catégories qui sont reprises dans le cadre du régime intérimaire. Donc, pour les établissements de 20 à 50 travailleurs, on va avoir 2 représentants, 51 à 100 travailleurs, 3 représentants et ainsi de suite, jusqu'à un maximum de 6 représentants pour les établissements de 1001 travailleurs et plus. Là où, si on fait le parallèle avec l'ancien règlement sur les comités de santé et sécurité, c'est là qu'on voit, dans le fond, qu'on a une perte là, au niveau du nombre de représentants parce que le règlement actuel sur les comités de santé et sécurité prévoyait un maximum de 11 représentants, là, si ma mémoire est bonne. Donc, alors que le régime actuel prévoit une possibilité de 11 représentants,
la loi, là, dans le cadre du régime intérimaire, nous met un maximum à 6 représentants à défaut d'entente. Parce que dans le fond, ça ne veut pas dire que l'employeur et les associations, par exemple, ne pourraient pas convenir que, étant donné que plusieurs établissements, exemple, on regroupe du multi-établissement et on décide de faire plusieurs comités et plusieurs représentants, on pourrait aller au-delà du nombre de représentants qui est indiqué ici. Donc, ce qui est à garder en tête, là, vraiment, là, c'est vraiment justement de garder que dans le régime intérimaire, on vient baliser les minimums, mais qu'on peut toujours s'entendre pour aller au-delà là, de ce qui est prévu. Maintenant, au niveau de la désignation des représentants sur les comités, nécessairement, les représentants vont être désignés parmi les travailleurs de l'établissement. Dans le cas des associations accréditées, ils vont être désignés nécessairement par le syndicat. Et s'il y a plusieurs associations qui représentent plusieurs catégories de travailleurs, bien là, à ce moment-là, on va appliquer le mécanisme qui est prévu au règlement actuel, dans le règlement sur les comités de santé et sécurité, pour voir combien de représentants vont être issus de chaque association. Donc, par la suite, dans le fond, là, dans les autres cas, on vient indiquer là, que la désignation des représentants est déterminée selon les modalités définies par le règlement qui est toujours en vigueur jusqu'à justement la fin du régime intérimaire, c'est-à-dire jusqu'à 2025. Donc, au niveau des fonctions du comité de santé et sécurité, pendant le régime intérimaire, on en a parlé là, d'entrée de jeu, mais les fonctions c'est les fonctions réduites là, qu'on appelle durant le régime intérimaire. Donc, les fonctions du comité vont être de participer à l'identification, à l'analyse des risques et de faire des recommandations à l'employeur au niveau, là, dans le fond, pour éventuellement venir construire un programme de prévention qui va vraiment représenter le milieu de travail. Et nécessairement, là, encore une fois, on vient reproduire les dispositions à l'effet que les travailleurs qui siègent sur le comité de santé et sécurité sont protégés nécessairement, que l'employeur ne pourra pas exercer à leur égard là, aucune mesure de représailles, ni congédier, suspendre, etc., là, la protection habituelle qui est prévue à la loi. Donc, grosso modo, là, on vient maintenir pas mal là, les processus qui existaient là, dans le cadre du comité santé et sécurité. Je crois qu'on est rendu à la période de questions pour les comités de santé et sécurité. Oui, tout à fait, tu as raison. Sophie, j'arrête là. C'est bon. C'est bon. Donc, on rentre dans le crunch où, en tout cas, pour moi, c'est la base de notre action syndicale en santé et sécurité. C'est la personne représentante en santé et sécurité. La loi n'est pas encore féminisée, fait que j'essaie d'inclure les femmes le plus possible dans ce rôle-là parce qu'il est primordial et il s'adresse vraiment à tout le monde. Donc, il y a un nouveau titre. Ça correspond à ce qu'on appelait avant le représentant à la prévention. Dans la loi, il y a à peu près les mêmes fonctions, sauf pour le régime intérimaire. On a vu, il y a vraiment des fonctions réduites, dont la plus importante est l'inspection des milieux de travail. Les recommandations au comité santé et sécurité aussi, là, et la plainte à la CNESST, mais ça, tout le monde peut le faire. Et cette personne-là, elle est désignée par les travailleurs-travailleuses d'un établissement, et ça, peu importe son statut d'emploi. Donc, peu importe si à temps partiel, l'important, c'est qu'elle fasse partie du groupe des travailleurs-travailleuses tel que défini là, en début de présentation. Puis, cette personne-là, elle est protégée par la loi pour ne pas avoir de mesures de représailles. Puis, afin de vous présenter un peu qu'est-ce que ça fait un représentant en prévention, là, il va falloir que je fasse un petit tour de passe-passe, mais on est en train de préparer des outils pour vous aider dans ce rôle-là. On a préparé un vidéo dont vous allez avoir la primeur ce soir. Et là, je ne peux pas, on a essayé de l'intégrer au PowerPoint, mais Zoom ne veut pas le lire dans le PowerPoint, fait qu'il faut que je fasse un petit tour pour partager vraiment la vidéo. Mais donc, vraiment, ce soir, c'est la primeur. Durée de 1h30. Oui, c'est ça. Non, c'est un petit 6 minutes. Annie, est-ce que j'arrête l'enregistrement ou je le laisse? Non, tu peux le laisser, il n'y a pas. OK.
Le représentant des travailleurs, Jean-Yves Noël, c'est un homme clé. C'est un passionné. C'est un gars d'expérience. Dédié au chantier. C'est un monsieur Jean-Yves qui donne beaucoup de son temps. On a une relation très importante et très forte. C'est quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique. Qui est à l'écoute de tout le monde. Pour le bien-être de tous les travailleurs. J'ai commencé dans l'industrie en 1974. Je suis arrivé ici comme opérateur équipement lourd. J'ai été délégué de chantier. J'ai été coordonnateur pour la FTQ Construction. Et aujourd'hui, représentant des travailleurs en santé et sécurité. Je fais le lien entre le travailleur, l'entrepreneur et le maître d'œuvre qui est Hydro-Québec. C'est minimum 10 heures travaillées par jour. Je salue le monde a un salut, ouf, lui, il n'a pas l'air affilé. J'ai un feeling, si dans tel secteur, je sens qu'il y a des problématiques, bien, j'y vais. Alentour de moi, j'ai des gars qui ont 50 000 heures. Fait qu'en écoutant, en validant, tu es capable de les rassurer. C'est veiller à ce qu'ils soient à l'aise d'exécuter leur travail. Puis je connais la dynamique de ces gens-là. Donc, on peut intervenir avant que les choses arrivent. C'est préventif, c'est proactif. Fait que moi, dans le fond, je suis seulement le gars qui écoute puis qui va chercher cette expérience-là pour faire avancer la santé et la sécurité. C'est tout un défi de s'assurer que tout le monde ait la même vision, que tout le monde ait, je dirais, le même chemin à parcourir et l'ensemble des règles du chantier soient bien comprises. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Les travailleurs sont fatigués, c'est physique, ça vient intensif, ils ont des inquiétudes. Des fois, un petit problème va grandir. Là, tu sais. Ben, les risques de danger à Roman 4, c'est surtout les véhicules en mouvement. Il y a beaucoup de véhicules lourds. Le roc est instable. Il y a des glissements de roc comme qu'on a vu par le passé. Quand on a commencé, on faisait 30 jours au chantier, 12 jours à la maison. Ça prend un caractère, ça prend une patience énorme. Il faut apprendre à vivre avec des personnes que tu connais pas. Je fais des analyses d'accidents, puis souvent on voit une fin de run ou un fin de corps ou des choses comme ça. Je pense qu'on est plus vulnérable dans ces moments-là. On fait pas ça parce qu'il va arriver un accident. On le fait parce que c'est arrivé. Il y a quelqu'un qui est décédé. On a fait 2 cérémonies pour le corps de nuit et le corps de jour. On a fait une marche aussi, là. Fait que faut s'en servir. On ne peut pas changer le passé, mais peut-être qu'on peut changer l'avenir. Puis c'est à ça que ça sert, dans le fond. Si on change l'avenir, on va avoir un respect pour lui. La mort de mes confrères de travail, c'était lourd. Fait que je fais revivre ces personnes-là dans notre travail. Fait quelque part, ça fait la trace, là. Ça fait son chemin. Ouais. C'est triste, mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment continuer puis se rappeler pourquoi on le fait. Puis d'en parler. On a formé un comité de vigilance pour rapprocher Hydro-Québec des travailleurs, les délégués de chantier. On s'est donné comme fonction, comme objectif dans cette démarche, d'avoir de la transparence. C'est une opportunité pour échanger sans filtre. Quel que soit le messager, aujourd'hui, c'est le message que l'on regarde, et en particulier la santé-sécurité. Notre métier, c'est construire au Québec. On construit un aéroport, on construit une route, on construit un barrage. Moi, je dis qu'aussitôt que tu franchis la porte d'autobus, faut que tu sois à 100%. Là. Pour faire le travail qu'on fait, t'as besoin de tout, là, physiquement ou mental. Là. Souvent, j'ai des questionnements, puis je parle à Jean-Yves, puis Jean-Yves est capable de me répondre. Autant que ce soit du point de vue de la loi, que ce soit du point de vue des règles d'Hydro-Québec, Jean-Yves, c'est un gars qui connaît tout l'ensemble de ces règlements-là. Le meilleur conseil que Jean-Yves a pu me dire, c'est de ne pas agir sous l'impulsion. Les meilleures décisions que j'ai prises sur le chantier depuis le début, ça a été quand j'ai eu la tête froide. Je vois beaucoup de monde qui évolue en santé et sécurité, fait que ça me donne de l'énergie de continuer. J'ai toujours dit qu'il faut garder la tête à la même place que le corps. Réapprendre à travailler. C'est ce qui résume une santé-sécurité. Se lever le matin
puis se poser la question. C'est quoi qui va se passer dans ma journée? Si t'es pas au courant, c'est de prendre le temps d'y penser avant de commencer ton corps de travail. J'arrive à rapprocher tous ces gens-là à même table, puis à former un lien. On devient comme une grande famille. C'est ça qui est motivant dans notre profession, parce que faut être à l'écoute puis aimer les personnes, l'être humain. Je vois ça comme un mur de briques. On met chacun notre brique pour on monte ça dans le respect santé et sécurité puis dans le respect humain. C'est un défi collectif. C'est peut-être ça qui fait avancer les choses aussi. Fait qu'à quelque part, il y a une force qui se développe. Là. Puis ma grande fierté, c'est d'emporter le projet à terme avec les travailleurs qui sont ici. Ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu de décès ou de blessés graves. Quand on va avoir fini, là, il va y avoir une rivière qui va couler et il va y avoir des places pour le chasseur, le pêcheur, le touriste, la photo. Une région devrait grandir. Le Québec grandit aussi. Donc, le travailleur a la possibilité d'évoluer et puis grandir dans sa vie. Je suis fier de ça, vraiment. Donc, c'était la primeur de ce qu'on est en train de développer comme outil. Donc, j'aurais le goût de vous dire, soyez tous comme Jean-Yves, puis allez tous faire une carrière en tant que représentant et représentante en santé et sécurité. C'était vraiment inspirant d'aller voir ce qu'il fait à la Romaine, là, franchement. Là. Et on s'est promené dans plusieurs autres milieux de travail. On continue ce printemps et on va continuer aussi cet automne probablement. Donc, pour voir les suites finalement de l'application des mesures transitoires et du monde qui vont rentrer en fonction en tant que représentant en santé et sécurité. Donc, on va lancer des outils pour vous aider, pour vous soutenir, mais également vos syndicats regorgent de ressources. Et il y a aussi plusieurs formations que Serge a construit, données et continue de donner pour vous aider. Donc, je vais continuer de partager la présentation, puis on va pouvoir continuer. Mais ça vous donnait un peu qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, un représentant en santé et sécurité. Et vraiment, c'était l'hiver quand on y a été. Donc, le représentant en santé et sécurité dans le régime intérimaire, il y a ces 3 fonctions. Et je reviens sur le fait que c'est de recenser et de signaler les risques physiques et psychologiques pouvant provoquer des lésions professionnelles. Et ça se faisant en parlant à notre monde. Tu peux pas, les risques psychologiques, c'est pas en passant dans le couloir que tu vas les voir. Il faut s'arrêter, il faut parler à notre monde, il faut avoir leur confiance, surtout quand on a des travailleurs qui sont précaires ou qui sont des petits personnels d'agence, entre autres. Eux n'auront pas la voix pour revendiquer leurs droits parce qu'il y a trop de risques de représailles. Donc, c'est là que le représentant en santé et sécurité a un très beau rôle, c'est-à-dire qu'il peut être cette voix-là, de lui dire, ben moi, j'ai remarqué ça, il faut que ça change, puis il y a tel risque, de l'emmener au comité santé et sécurité, puisqu'il siège d'office au comité santé et sécurité, donc il va pouvoir avoir une table pour en parler, adresser directement ses préoccupations et ce qu'il observe à l'employeur, puis demander des changements. Et ça va être important de les consigner par écrit. On a des outils papier là, qui existent. Serge avait développé un beau pad en format 2 ou 3 copies. Serge, tu me reprendras. Qu'on peut simplement se promener, prendre des notes, puis on laisse des traces papier. On peut arriver au comité santé et sécurité simplement en remettant notre liasse s'il faut. Évidemment, il y a les outils web qui existent, courriel et autres, mais l'important, c'est de garder les traces de ce que vous faites. Et si l'employeur ne corrige pas les situations à risque, si vraiment il y a une situation dangereuse, exercez vos droits, porter plainte à la CNESST, demander l'intervention d'un inspecteur. Puis, je ne vous mentirai pas, des fois, d'avoir l'intervention de l'inspecteur, ça peut être difficile. Donc, assurez-vous d'avoir votre dossier bien documenté, indiquez ce que vous avez fait pour faire changer les choses et que ça ne bouge toujours pas. Et évidemment, il y a toujours le droit de refus lorsque c'est un danger imminent. Là. Donc, vous pouvez inciter les personnes qui sont exposées, les renseigner sur leurs droits
pour qu'ils exercent leur droit de refus quand le danger est trop grand, là. Donc, on a quand même ce devoir-là envers nos collègues là, de les renseigner. Et c'est ce qui fait que la RSS est un outil inestimable, là. Donc, si on regarde les heures de libération qu'on appelle, donc, c'est prévu soit par entente. Donc, si vous avez déjà des conventions collectives qui prévoient des libérations de vos représentants en santé et sécurité, qu'elles sont supérieures à ce qui est prévu dans le régime intérimaire, vos conventions continuent de s'appliquer. Sinon, c'est par entente avec le comité de santé et sécurité, donc avec l'employeur. Et sinon, c'est le minimum qui est prévu dans le régime intérimaire qui est indiqué là. C'est par trimestre, donc par 3 mois. La loi originale, c'était par semaine. Là, on y va par 3 mois. Donc, vous pourrez faire le calcul divisé sur 12 semaines, mais pour voir combien de temps. L'important, c'est que le monde soit libéré et que s'il y a l'application du multi-établissement, le temps que ça vous prend de vous rendre d'un établissement à un autre ne fait pas partie de ces heures de libération-là. Et ça a été clairement mentionné en commission parlementaire que ça ne devait pas être comptabilisé parce que c'était une de nos préoccupations, dans le sens que si tu passes ton temps à te promener d'un bord puis de l'autre, puis la moitié de ton temps, c'est dans ton char, tu ne feras pas beaucoup de travail de prévention finalement. Donc, ça, c'est vraiment ce qui s'applique. Donc, si votre employeur décide d'essayer moins que ça ne passe pas. Et évidemment, quand on atteint 40 heures, bien, ça implique qu'il y a un deuxième représentant qui doit être nommé. Juste une petite question, parce que ton PowerPoint, tes 2 derniers, c'est le même nombre d'heures. Fait que j'imagine qu'il doit y avoir une erreur, là. 400 à 500, c'est 68h15, puis plus de 500, c'est ça aussi. Hop. Ouais, je vais... La question que je me posais rapidement, parce que tu es là-dedans, c'est si comme ça, c'est-tu en considérant qu'il travaille à temps plein ou ça n'a aucun rapport le nombre d'heures qui est fait? C'est pas selon le statut d'emploi, il faut qu'il y ait ce temps-là de payer et de libérer pour faire son travail, là. OK, merci. J'allais chercher ma loi. J'avais. Annie, c'est le même nombre d'heures, dans le fond, qui est prévu. Il n'y a pas de coquet, c'est juste qu'on vient ajouter des tranches d'heures additionnelles là, pour. Ben, de 301 à 400, c'est 58 heures, puis de 401 à 500, c'est 68 heures, en fait. C'est ça. Mais plus de 500, ça reste à 68h15. C'est ça. Donc... Mais dans notre PowerPoint, Sophie, à 401 à 500. Ah non, tu as raison. OK, excuse. C'est ça, c'est plus de 500, c'est 68 heures, puis après ça, tu montes à 100. OK. Exactement. Excuse. On essaie de regarder tout en même temps. Donc, c'est vraiment au niveau des... Et ça va être important de calculer vos travailleurs en mode multi-établissement, évidemment. Donc, c'est ce qui fait le tour au niveau du représentant à la prévention. Serge, on serait prêt pour la période de questions. Je pourrais suspendre l'enregistrement. Oui, je suspends l'enregistrement. Oui. Excusez. Donc, effectivement, là, on a déjà pas mal couvert là, l'agent de liaison. Annie en a parlé d'entrée de jeu. L'agent de liaison, là, juste pour tout le temps rappeler, mais l'agent de liaison qui va s'appliquer dans les cas des établissements de moins de 20 travailleurs. L'agent de liaison qui, encore une fois, va être désigné par les travailleurs et travailleuses des établissements et les fonctions qui sont les mêmes dans le régime intérimaire et dans la loi qui va s'appliquer par la suite, là, contrairement au représentant santé et sécurité qui a des fonctions réduites dans le cadre du régime intérimaire. L'agent de liaison, lui, ses fonctions ne changent pas au fil du temps. Donc, coopérer avec l'employeur afin de faciliter la communication des informations, adresser par écrit des recommandations pour identifier les risques et également porter plainte à la commission. Comme Annie mentionnait aussi là, plus tôt, oui, l'agent de liaison peut porter plainte, mais ça ne veut pas dire que d'autres travailleurs ne peuvent pas porter plainte non plus. Donc, toujours une possibilité. Puis, au niveau du temps, dans le fond, requis pour l'agent de liaison, la loi 27 prévoit clairement que l'agent de liaison peut s'absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer ses fonctions. Donc, le temps nécessaire qui est un concept assez large,
qu'on pourrait, dans le fond, également là, débattre devant les tribunaux si jamais là, l'employeur venait refuser des libérations parce que justement, là, c'est assez large comme concept pour pouvoir inclure là, vraiment tout le temps requis pour exercer les fonctions. Puis encore une fois, là, pour répéter, mais l'agent de liaison va bénéficier des mêmes protections contre les représailles de l'employeur là, que le représentant santé et sécurité. Donc, je pense que ça couvre assez bien l'agent de liaison. Au niveau du multi-établissement maintenant, puis on en a quand même beaucoup parlé aussi là, d'entrée de jeu parce qu'il y a eu quand même plusieurs questions sur le multi-établissement, donc on a vendu nos punchs un peu, mais dans le fond, juste peut-être pour rappeler les grands principes, mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est l'employeur qui décide s'il regroupe des établissements pour faire du multi-établissement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'obtenir le consentement des associations syndicales. Il peut toutefois, même s'il a le pouvoir de regrouper des établissements, décider de ne pas le faire, de laisser chaque établissement avoir ses propres mécanismes de prévention. Comme on a parlé plus tôt également, au niveau des conditions pour être en mesure d'appliquer le multi-établissement, mais là, les deux notions à retenir principalement, c'est vraiment la question des activités de même nature dans un premier temps. Donc, on ne pourrait pas regrouper, par exemple, une bibliothèque avec un garage municipal parce que nécessairement, ça ne couvre pas des activités de même nature. Et l'autre chose également, ce qu'il faut prendre en compte avant de regrouper des établissements, c'est la question de la distance entre les établissements. Parce qu'en fait, le concept, là, c'est que les membres du comité de santé et sécurité puis le représentant en santé et sécurité doit être en mesure d'exercer les fonctions pour lesquelles ils sont en place. Donc, si on regroupe un établissement puis qu'il y a 6 heures de route entre les deux, même si ce temps-là n'est pas comptabilisé dans les déplacements, mais ça ne fait pas de sens pour bien faire son travail puis bien accomplir, dans le fond, les fonctions qui leur sont dévolues en fonction de la loi. Donc, il y a vraiment deux notions là, qui vont devoir être analysées. La nature des activités, la distance entre les établissements, puis nécessairement, si l'employeur décidait de regrouper des établissements et qu'on serait d'avis que ce regroupement-là ne fait pas de sens puis n'est pas conforme aux notions établies par la loi, le mécanisme, Annie, tu me valideras, là, mais moi, je présume que ça serait une plainte à l'inspecteur qui pourrait être faite, une plainte à la commission pour tenter d'obtenir une décision pour éventuellement demander à un tribunal d'être entendu sur cette question-là. Ce qui va amener en quelque sorte la judiciarisation un peu du volet prévention de la LSSC, ce qu'on n'avait pas tellement. Là. Mais là, à partir du moment où l'employeur décidait de faire des regroupements avec lesquels on serait en désaccord, il y a toujours possibilité de faire intervenir l'inspecteur pour, dans le fond, faire valoir que ce regroupement-là fait échec aux objectifs de la loi puis ne permet pas aux gens en santé et sécurité d'accomplir réellement leurs fonctions. Au niveau des impacts, puis encore une fois, là, je pense que là, on va se répéter un peu, là, mais on l'a mentionné, l'impact pur de faire du multi-établissement, c'est d'avoir un seul comité santé et sécurité, un seul représentant et un seul programme de prévention. Toutefois, bien entendu, par entente, l'employeur peut décider, exemple, de faire du multi-établissement, mais de maintenir en place plusieurs comités de santé et de sécurité. Donc, ça sera toujours une option d'élargir un peu le concept, même en multi-établissement, pour prévoir plusieurs représentants, plusieurs comités de santé et de sécurité. Donc, toujours possibilité de s'entendre et également toujours garder en tête ceux qui ont des dispositions de convention collective, que les dispositions de convention collective continuent de s'appliquer
malgré l'entrée en vigueur du régime intérimaire et du multi-établissement, en autant justement que les conventions là, respectent les dispositions de la loi, mais à partir du moment où les dispositions de convention seront plus avantageuses, nécessairement que ce qu'on vous dit, c'est que ces conventions-là continuent de vivre, puis que si l'employeur ne les respecte pas, bien que vous allez être en mesure de déposer des griefs pour faire valoir vos droits. Donc, on est de retour avec une période de questions sur ce petit volet. Merci. J'arrête l'enregistrement parce qu'on arrive à la fin vraiment de la présentation. Oui, il me restait qu'une petite présentation, puis c'est là, tu sais, évidemment, contactez votre syndicat, vos conseillers syndicaux, tu sais, puis on va voir avec le temps comment ça s'applique, les cas de figure. On va le tester même, tu sais, on va voir aussi les réponses de la commission. Puis aussi, assurez-vous de parler à vos représentants au comité de santé et sécurité de la FTQ parce que c'est là aussi qu'on va beaucoup en parler. Nous, à la FTQ, on est quand même en lien avec la commission. Fait que des fois, on sait ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'ils pensent, ce qu'il faut tester, puis on peut s'ajuster en fonction de ce qui va arriver. Et évidemment, si vous avez des problèmes avec votre employeur qui refuse de mettre en place les mesures, le régime intérimaire, bien, appelez à la commission, portez plainte, demandez des précisions si ce n'est pas clair au niveau des travailleurs. Puis là, j'ai mis évidemment là, pour faire intervenir l'inspecteur. C'est le numéro général de la commission, mais c'est l'option 1. Fait que c'est vraiment ça. Le but, c'est d'utiliser ça pour prendre en charge la santé et sécurité dans nos milieux de travail, puis vraiment d'arriver à faire changer les choses le plus possible avant même l'arrivée de la loi des mécanismes de prévention, parce que, on va faire changer un peu les mentalités des patrons en leur disant vous n'avez pas le choix. Puis là, c'est pas là, présentement, le régime intérimaire vous permet d'avoir des minimums. OK, c'est loin, très loin de ce que la loi prévoyait originalement pour les libérations puis le nombre de représentants. Ça, on est tous d'accord. Mais au moins, on met un pied dans la porte. Puis, ça va vous permettre, après ça, si vous voulez forcer à mettre en application, d'aller chercher plus en négociation, montrer que ça marche. Fait que le but, c'est de se mobiliser puis de le mettre en place, même si ce n'est pas les niveaux qu'on voulait là, initialement. C'est de se prendre en charge puis de le mettre en place, même avec ce qu'on a là. Puis, on verra en 2025 qu'est-ce qu'on aura pour la suite des choses.